Bonjour, mesdames, messieurs, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché d'RGO Canada. Donc, non, pas le laser, c'est pas ça. Je veux ça ici. Mon Dieu, mon Dieu. Le petit crayon, voilà. Et voilà, on va pas partir ça. On est le 23 janvier. On va regarder un peu l'économie. Je pense que j'ai bien du stock aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça en accéléré. Évidemment, ce qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est ces fameux tarifs douaniers. On les mettra pas entre les États-Unis, l'Europe, hein, et ici, ça, c'est le Groenland. Donc, ça a vraiment fait les manchettes cette semaine. Il semble avoir une sorte de résolution pour le moment. Mais on est encore tout chaud à ce niveau-là. Vous allez voir, j'ai peut-être une petite thématique chaud-froid avec l'Arctique aujourd'hui. Hein, l'Arctique, c'est mon côté froid. Sinon, on a vu les indices boursiers. Je regarde le S&P. Ça a baissé en début de semaine, mais on semble être en train de remonter. D'ailleurs, ce n'est pas des grandes volatilités quand on voit les tarifs du printemps, la hausse. Je dirais qu'à toute fin pratique, on est à des niveaux, disons, entre guillemets, records. On s'approche du 7000 dans le S&P, donc plus de peur que de mal pour l'instant cette semaine. Par contre, au niveau du marché obligataire, là, je regarde les bons, les T-notes, les bons du Trésor 10 ans, si on veut, là, au niveau du gouvernement américain, mais on voit qu'il a quand même plongé sur une tendance quand même négative depuis 2 mois. OK? Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça a une influence sur le dollar américain, l'indice dollar américain. Et là, même si on est dans une valeur refuge, habituellement deux valeurs refuge. Soit qu'on a le dollar américain, soit qu'on a les contrats d'or, le gold. Et on sent que le dollar américain est un petit peu plus à l'infirmerie. On voit la valeur relative hein, à travers l'indice du dollar américain qui a piqué du nez. Si le dollar américain plante, ça voudrait dire que les autres devises, donc le dollar canadien, a reçu l'effet contraire. Donc, on se retrouve dans le dollar canadien. On n'était pas si longtemps. 18 janvier, on était en pas de 72 cents. On est rendu bang 73. C'est pas des énormes mouvements quand je regarde l'ensemble du dollar canadien depuis une dizaine d'années, mais on est quand même dans un marché qui est un petit peu plus positif qu'il l'était il y a 3 semaines. Mais enfin, autre chose qui est hot, qui est chaud, hein, on s'en va de l'Arctique, on s'en va dans le sud. Et là, ben, la ruée, hein, je parlais des valeurs refuges. Allons voir le prix de l'or en bourse, presque 5000. Je ne sais pas si on va le frapper aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Je ne sais pas, mais on a vraiment une fusée qui décolle au niveau de l'or comme étant une valeur refuge actuellement. Donc, ça ne dérougit pas pour vous montrer l'impact ou la puissance de l'or qu'on a actuellement. Si je regarde depuis la pandémie, depuis 2020, on parle des indices boursiers à niveau record, mais le S&P est à hausse de 114 alors que l'or est à la hausse de 217, 216. Donc, on voit là vraiment, là, il y a une ruée vers l'or. T'as pas dessus? Une raison qui explique ça, ou la volatilité que je vois, entre autres, dans le marché financier, c'est la dette, disons, la dette souveraine des États-Unis. Les gouvernements américains sont très endettés. Et là, ben, on semble vouloir dire que peut-être qu'il pourrait y avoir des pressions des marchés internationaux, aller vendre tout ce qui est américain. On va vendre les bons du Trésor, vendre le dollar américain. Je débat un peu de ça, je voulais juste l'apporter à votre attention, on essaie de le quantifier, de le visualiser. La dette des États-Unis, là, le T, là, c'est des trillions de dollars, en réalité, c'est 38. Je pense que ça, c'est pas gros, ça devrait être plus de proche de 40. C'est 40 000 milliards de dollars de dette pour le gouvernement américain. Et quand je regarde les nations qui sont dont les étrangers là, qui détiennent la dette aux États-Unis, parce qu'on a souvent cette mentalité-là, là, peut-être des rumeurs de Tim Horton le matin hein, quand on jase. Ah oui, savais-tu, là, on prend souvent l'exemple de la Chine. C'est la Chine qui détient la dette des États-Unis, donc il les tient par les cerises, si jamais. Bon, allons voir, OK, je sais pas, mais il me semble que sur 40 milliards de 40 000 milliards, moins la dette entre les gouvernements, il me reste à peu près 30, 32 de dette, 32 000 milliards. Et le plus important, c'est le Japon avec 1200. Déjà là, en termes de pourcentage, les Japonais, tu sais, ils vendent des Toyota, des Lexus, des voitures, des Honda et de l'électronique. Évidemment que quand on fait du commerce, ben, je vais avoir à un certain moment donné des dollars américains et je ne vais pas nécessairement les ramener en yens japonais le lendemain. Je vais avoir des investissements en dollars américains. Tout ça fait du sens.
les États-Unis, le UK. Ensuite de ça, j'ai la Chine. Là, vous allez voir que vous avez des nations un peu plus étranges, là. Les îles Caïmans, le Luxembourg. J'ai aussi l'Irlande, la Belgique. Et là, vous comprenez quel est le lien qui unit hop, je pourrais même mettre la Suisse. Ce sont des pays ou des économies qui sont considérées, pas à parts égales, mais comme des paradis fiscaux. Donc, est-ce que là, je suis en train de dire, en réalité, si je faisais la différence entre comment le marché s'est développé entre 2015 jusqu'à aujourd'hui, ben, la dette des pays étrangers aux États-Unis entre 2015 est passée de 6 000 milliards à 9 000 milliards. Donc, c'est quand même une augmentation. Sur la même période, les Américains eux-mêmes sont capables de s'endetter sans vraiment l'aide des autres et ça l'a augmenté de manière considérable. Donc, je vais juste mettre ça à votre attention en disant, si jamais tout le monde mettait à à vendre les obligations américaines, le dollar américain, je ne sais pas si en termes de pourcentage, ça n'aurait pas un impact plus symbolique qu'un réel impact dans la mécanique. La Chine, qui détenait 9 de la dette américaine, est rendue à 2. Et tous ces pays-là ne sont pas des pays, disons, hostiles aux États-Unis. Et quand je prends le Luxembourg, les îles Caïmans, la Belgique, l'Irlande, disons, les paradis fiscaux, je me retrouve largement comme le premier actionnaire des trésors américains. Et là, j'ai de la misère à entrevoir la possibilité, disons, que les richissimes milliardaires des investisseurs des paradis fiscaux décident de se concerter ensemble et de liquider leur portefeuille d'investissement au point de vue de Wall Street, le S&P 500, le Dow Jones. On liquide tout ça, mes amis, puis on va aller faire de la pression sur le marché obligataire américain. J'ai de la misère à avoir cette théorie-là. Je sais rien qui est impossible, mais quand je regarde les données du gouvernement, tout ça est disponible en ligne, j'ai un petit peu plus de misère à croire à cette théorie. Voilà, je laisse ça de même. Sinon, côté chaud-froid, froid, il va faire très, très froid dans les prochains jours, prochaines semaines. On a vu le prix du gaz naturel, hein, pour se réchauffer, demande d'électricité, par exemple. Donc, si j'enlève la poussée inflationniste de 2021, l'invasion de la Russie en Ukraine, ben, je me retrouve avec un prix du gaz naturel, un des plus élevés depuis quelques années. 5, 6, 7, 8 ans. Donc, on a un prix de gaz naturel qui risque de coûter cher. Si le maïs est tout séché, ça va. On ne devrait pas avoir des surcharges. Le maïs, on a eu l'USDA qui a augmenté les rendements, augmenté les inventaires, ça a fait planter les prix. Mais on voit que le marché est assez bien supporté. On tend à remonter graduellement. Peut-être qu'on va être capable de remonter la pente graduellement puis de revenir 4,40, 4,50, je sais pas. Spéculons. L'exportation est très bonne, hein, quand les prix sont faibles, hein, quand j'ai des opportunités, hein, quand ma canne de soupe Campbell est en spécial à l'épicerie, ben, j'en achète plus. Donc, la consommation, elle est très bonne. On l'a vu ici avec les statistiques d'exportation. Ici, 4 millions de tonnes, mon chum. C'est clairement à l'extérieur des normes. Donc, c'est très fort l'exportation. Ça renforce le message que quand c'est cheap, on en consomme plus. Tant mieux. Pour ce qui est du soya, ben, on a aussi un marché qui semble être vouloir supporter, peut-être retourner un peu à des niveaux. On voit qu'on a quand même un range ici, là, entre quoi, 10 et 40, pas tout à fait 11 piastres. Donc, peut-être qu'on a un signe positif, mais j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. L'exportation, principalement de la Chine, ben oui, on a de l'exportation qui reprend du poids de la bête, mais il en manque encore pour récupérer, disons, ce qu'on avait l'année dernière ou la moyenne des 5 dernières années. C'est pas rien, mais c'est pas tout. C'est gris, c'est une zone grise, OK? Mais les autres pays compensent. Donc, la Chine n'achète moins, mais on va en envoyer plus au Vietnam, en Arabie. Je sais pas, je sais pas où est-ce qu'on les envoie nécessairement, mais l'exportation va correct. OK? L'Amérique du Sud, 178 au Brésil, 178 millions de tonnes. Ça, c'est un record de production. Regardez la différence entre 10 ans. Il y a 10 ans, 95. Aujourd'hui, on est rendu à 178. C'est un record de production. Donc, on n'est pas en pénurie. Ça semble aller très bien au Brésil. Allons-y, allons-y. On verra bien qu'est-ce qu'il y en est, mais ça va commencer à récolter bien vite et peut-être être disponible pour les marchés d'exportation d'ici un mois. Dans l'élevage, ça, je trouve ça intéressant, mon chum. OK, regardez ça. L'élevage, référence juillet, les prix à la bourse, une augmentation assez importante. De passer de 90, 94 à presque une 10 dans l'élevage de juillet, c'est excellent. Et là, regardez-moi venir. Pourquoi c'est bon? C'est pas juste de dire que l'élevage est en augmentation, ici, plus 17 quand je compare depuis peut-être un an. Mais au même moment,
quand je regarde mon maïs et mon tourteau de soya, mon coût d'alimentation, lui, il a baissé de 5 à 6. Donc, si je vends ma protéine plus cher et que mon coût d'alimentation coûte moins cher, mais ça ici, là, mon chum, c'est du bacon. Hein? T'as pas dessus? Donc, le bacon, ça va relativement bien. Tout est permis de dire que ça va bien aller. Quand je regarde les prix d'été, en fonction de mon alimentation, donc je vais prendre mon prix des contrats LH, les NOG à la bourse, et je vais le diviser par mon maïs. J'ai décidé de mettre deux tiers de maïs, un tiers de tourteau, puis je vais me donner une idée de mon coût d'alimentation. Plus mon graphique est élevé, plus que les marges sont profitables. Donc aujourd'hui, en 2026, quand je regarde début de l'année, ben, je me retrouve dans une situation extrêmement positive. Ça peut-tu se maintenir? Possiblement. Ça peut-tu crasher? Ça se peut. Donc, regardez ça en tête. Et aujourd'hui, quand je regarde les perspectives pour les prochains mois, ça va généralement bien. Demain, on verra. La bourse va bouger, je suis convaincu. Et là, l'idée là-dedans, c'est de se demander, est-ce que ça se peut que la bourse soit encore meilleure? OK? Parce qu'on sait que les contrats à terme, c'est ultimement le prix au comptant, ce qu'on appelle le prix cash ou l'indice CME. Et ben lui, il va monter, il va redescendre. Donc aujourd'hui, si l'indice CME est à peu près à 80, 82 et que les futurs d'été sont déjà à 1,9, la différence entre les deux, c'est ça ici, c'est 26 cents. Ça se peut-tu que ça soit plus que 26 cents, auquel cas les contrats à terme pourraient continuer à augmenter? Ce que je sais, c'est qu'à terme, le cash et le contrat à terme se rejoignent. Ils vont se rejoindre à 80, 90, 120? Ça, on ne le sait pas, mais on sait que rendu à juin, ça va se rejoindre. Donc, le travail que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans les dernières années, de 2005 jusqu'à 2025, disons un bon range de 20 ans. Et quelles sont les moyennes? À quoi c'est raisonnable de s'attendre? Donc, disons que je regarde la moyenne sur l'indice CME, on se rend compte que, ben oui, ça a une tendance haussière jusqu'à l'été et ensuite de ça, ça tend à se redégonfler jusqu'à l'automne. Les dernières années, l'année passée, ça a été quoi? 107, 107, 110 peut-être. Donc, on voit cette tendance haussière. Si je voudrais l'illustrer, mais cette moyenne-là, elle serait haussière jusqu'en juillet et reprendrait la tendance inverse. Tout ça est très normal. Maintenant, ce que je veux faire comme travail, j'ai déjà une hausse de 26 cents qui est prévue dans le marché par rapport à mon point initial de 80 cents. On est ici, là, on part l'année à 80-81. Où est-ce qu'on s'en va ici au mois de juin? Et là, je regarde la variation. Ici, je vais me mettre au mois de juin. Je l'ai pris celui-là, mais j'aurais pu le prendre au mois de juillet ou au mois d'août, par exemple. Et là, je regarde ça ici, je me dis, actuellement, j'ai déjà 27 cents le prix cash. Combien de fois, dans les 20 dernières années, le prix a augmenté plus que ce que j'ai déjà à la bourse en ce moment? Ben, j'ai isolé ici 2014. Ah, mais ça, c'est la DEP, la maladie. Donc, je peux-tu réellement faire l'argument que je vais comparer avec 2014 alors que cette année, j'ai pas de maladie? Ah, OK. J'ai 2016-2017 qui ont été des années assez positives, 28-25 cents. Mais regardez, le point de départ, largement différent. Le cash, on était dans une catastrophe. C'était 50 cents le prix cash. On vendait un cochon à rabais. Tandis que là, ben oui, fait que j'ai tendance à dire, on va peut-être l'écarter. J'ai 2021-2022 avec des importantes hausses. Là aussi, je vais regarder, si on partait 21-22, on partait pas dans des niveaux hyper élevés. Et rappelez-vous, c'était les années de pandémie, d'inflation, de retard d'abattage, de chaînes d'approvisionnement qui étaient complètement dérapées. Les contrats ont augmenté beaucoup, presque jusqu'à 120. Ce que j'essaie de dire, c'est que je me dis aujourd'hui, 2025-2026, quelle est la probabilité que le marché à terme surperforme de manière considérable, pas qu'un peu, considérable? Mon historique des 20 dernières années me dit, fais attention, mon chum, c'est pas nécessairement une certitude que les contrats à terme de l'été vont continuer à augmenter. OK? Surtout quand je regarde ici que la moyenne, quand je regarde la hausse du prix cash, la moyenne habituellement se situe aux alentours de 18-20. Donc, si je choisais l'argument que le cash part à 80, ben, je pourrais arriver à quoi? 98, 100 le prix à l'été. On est déjà à 109. Donc, je trouve que les prix sont extrêmement bons. Et là, je regarde, bon, c'est un petit peu mon résumé ici, là. Je pars de 80, je suis déjà à 109. Je regarde l'alimentation, qui est aussi mon kicker là-dedans. Oui, en 2021-2022, on est allé à des niveaux plus élevés,
N'oubliez pas qu'on avait l'inflation de l'Ukraine et que le maïs était à des niveaux records. Donc, je reviens aussi à ma stratégie de base de dire, hey, j'ai un revenu ici qui est très intéressant, j'ai un coût d'alimentation qui est très raisonnable et la différence entre les deux, ben, je la trouve intéressante. Alors voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça fait un long vidéo, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas fait dernièrement. Fait que, voilà mes amis, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Salut.